Eh bien, c'est parti. Bon, bah, merci en tout cas à tous de vous être connectés aujourd'hui. Aujourd'hui, on est deux co-animateurs. Alors, en réalité, je vais plutôt donner le micro à Nicolas, hein, qui est un expert qui va se présenter. Donc, pour ma part, donc, Victor Matteucci, je suis directeur des activités de Pix4 en France. Voilà, dans ce cadre, j'ai invité Nicolas, avec qui on a la chance d'échanger régulièrement, à venir nous parler de son expertise. Nicolas, je te laisse te présenter. Merci Victor et merci de cette invitation, cette deuxième invitation. Donc, effectivement, moi, je suis consultant en amélioration continue, particulièrement sur les démarches ISO, donc ISO 9001, 14001, 45001, tout ce qui concerne les systèmes de management. Et je fais aussi de la formation à l'audit interne. Je suis moi-même auditeur depuis maintenant 2005, donc ça commence à dater. Et donc j'ai eu l'opportunité, le plaisir de rencontrer diverses personnes dans le cadre de ces audits. J'ai appris beaucoup de choses, je me suis parfois trompé, j'ai appris. Et l'idée dans une démarche d'amélioration continue, c'est d'essayer de faire toujours mieux. Donc, l'exercice en tant que tel est un moyen d'y parvenir, mais dans le cadre de l'audit, on peut aussi s'améliorer je dirais, d'exercice en exercice. Donc, ça va être un peu l'objectif de partager avec vous quelques retours d'expérience par rapport à tout ça. Voilà ce que je pouvais dire pour me présenter rapidement. Pas besoin d'en dire beaucoup plus. S'il y a des questions, on sera amené à y répondre, j'espère, en tout cas dans le temps qui nous est imparti. Merci Nicolas. Eh bien, du coup, au programme aujourd'hui de ce webinaire, donc aujourd'hui, voilà, pour ceux qui nous connaissent Pix4, hein, c'est un outil, hein, c'est une suite logicielle. On ne va pas parler suite logicielle, aujourd'hui, on va parler métier, hein, on va parler justement de comment bien mener un audit avec l'expertise de Nicolas. L'idée, c'est de décomposer tout ça en quatre grandes parties qu'on va voir. Donc, on va d'abord se concentrer sur le sujet de la formation des auditeurs internes. Dans une deuxième partie, on verra le guide d'audit, donc qui est en Mm. fait un outil clé dans cette démarche d'audit. On aura une partie assez dense sur comment mener l'audit, hein, forcément, vu que c'est le sujet un peu central. Et on va ensuite terminer par la restitution et la rédaction, pardon, du rapport. Voilà, on va commencer avec cette première partie sur la formation des auditeurs internes et je te laisse la main pour nous en dire un peu plus, Nicolas. Oui, parce que la formation, c'est-à-dire qu'on ne s'improvise pas auditeur du jour au lendemain. C'est un exercice qui nécessite une formation préalable. C'est-à-dire que dans vos entreprises, si un jour on vous a nommé, désigné auditeur, vous devez demander à avoir une formation parce que c'est un exercice qui a des points de passage obligés, qui est codifié, qui a une méthodologie qu'on attend. Donc, c'est important d'être auditeur pour justement être pertinent par rapport à cet exercice. C'est pas juste, on fait pas un audit juste pour cocher une case dans la to-do list des choses qu'on a à faire pour être certifié. C'est vraiment un outil d'amélioration en tant que tel. Donc, ça veut dire, si c'est un outil, ça veut dire qu'on doit être formé à cet outil. C'est important. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, pour ceux qui arrivaient quand on se mettait un peu je dirais, en rythme et en se lançant, je disais que c'est pas, la formation en tant que telle ne suffit pas. Il ne suffit pas d'avoir été formé à l'audit pour devenir un expert du jour au lendemain. Il ne suffit pas d'avoir suivi quelques webinaires pour être expert du jour au lendemain. Le plus important, finalement, ça va être la pratique. Ça va être la pratique, c'est-à-dire une fois formé à l'audit, il faut qu'on s'exerce. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut se tromper. Ça m'est arrivé de me tromper. Ça peut arriver d'être dans des jours où on est moins pertinent que d'autres, moins bon que d'autres. Et ben, l'objectif, c'est d'avoir quelque chose de plus homogène possible quand on fait ça. Et donc, ça peut commencer, quand on dit la pratique, ça peut commencer par l'observation. Si vous êtes intéressé par cet exercice, peut-être que dans vos entreprises, dans votre environnement, vous pouvez déjà commencer par aller voir comment se pratiquent des audits. Peut-être s'il y a des audits de certification en interne, peut-être essayer de participer en observateur. Des audits internes, peut-être que vous pouvez aller voir aussi comment ça se passe, parce que on peut se faire aussi une fausse idée de l'audit, ou bien le voir comme quelque chose de plus beau que c'est, ou au contraire, d'avoir peur face à un exercice qui est souvent vu comme un examen, alors que, encore une fois, ce n'est pas un examen. Donc, c'est un outil pour s'améliorer. Donc, c'est important d'avoir cette notion-là en tête parce que je me retrouve souvent à avoir des gens dans les entreprises qui animent des audits sans avoir eu de formation préalable, sans savoir vraiment ce qu'on leur demande de faire et qui finalement, vous connaissez peut-être ce cas-là, on va le voir tout à l'heure dans le cadre du guide d'audit, vont être amenés finalement à juste appliquer des grilles qui ont été préétablies sans vraiment qu'on leur explique le contexte, sans vraiment ce qu'on leur explique ce qu'on en attend, sans vraiment donner le contexte de pourquoi ça va permettre de s'améliorer. Donc finalement, ça ne va pas donner forcément l'exercice d'audit tel qu'on l'attend. Voilà, c'était cette notion-là qui est importante. L'auditeur interne doit avoir un bagage nécessaire en termes de formation, mais aussi d'expérimentation qui va progresser au fil de l'eau.
C'est la question Alors, finalement de quel profil va auditer quel profil. exactement, il y a aussi cette problématique-là, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est formé à l'audit, attention à bien se poser la question de qui audite quoi, qui audite qui, dans quel contexte, etc. Notamment, une des difficultés qu'on peut rencontrer, c'est de créer des difficultés hiérarchiques dans les entreprises. C'est-à-dire que quelqu'un peut être identifié comme étant auditeur, faire partie du panel d'auditeurs de l'entreprise, mais pour autant, est-ce qu'on va l'emmener auditer tout et n'importe quoi au sein de l'entreprise? Ce n'est pas forcément le cas, et il m'est déjà arrivé, moi à titre personnel, mais aussi je vois que ça se retrouve encore dans les entreprises, en tant qu'auditeur inexpérimenté, à aller auditer quelqu'un qui va être managérialement très, très au-dessus. Ce qui fait que on va avoir beaucoup moins de connaissances de l'entreprise que cette personne. Et puis surtout, ça peut être très intimidant. On va peut-être pas oser poser tel type de questions. On va peut-être avoir peur de froisser, de se faire mal voir, etc. Donc attention à bien trouver les bonnes personnes qui vont auditer les bons sujets. À titre d'exemple, moi, j'ai dit que j'avais été auditeur depuis 2005. Euh, 3 semaines après avoir été formé à l'audit, on m'a envoyé aller auditer le DRH d'un grand groupe. Autant vous dire que moi, en période d'essai, j'étais pas hyper à l'aise pour aller poser des questions, même pas qui fâchent, ne serait-ce qui grattent. Voilà, c'est ça. Donc, je peux vous dire que cet audit-là, il était assez peu pertinent, hein, clairement. Il faut dire les choses comme c'est le cas. Et puis, attention, parce que des fois, quand on est dans des grands groupes, surtout dans des grandes structures, ou qu'on fait des audits croisés, on peut être amené à avoir des cas qui peuvent être un peu embêtants, notamment quand on va auditer un responsable hiérarchique dans le cadre de ses fonctions de pilote. Ça m'est arrivé aussi de rencontrer ça dans des entreprises où une assistante qui était auditrice interne, on lui a dit d'aller auditer le pilote pardon, d'un processus achat. Et il s'avère que le pilote du processus achat, c'était son chef hiérarchique directement. Donc elle avait un petit peu de mal aussi à la fois parce qu'elle avait des liens particuliers avec cette personne-là, d'aller lui poser des questions qui pourraient peut-être être préjudiciables ou au contraire fermer les yeux sur certains sujets parce que ça l'arrangeait aussi. Donc attention, l'exercice d'audit est un exercice qui doit faire preuve de neutralité. Donc c'est pour ça qu'avoir des bons profils pour les bonnes personnes, c'est très très important. Le choix ne se fait pas uniquement parce qu'on a besoin de mettre quelqu'un dans une case. Voilà. Alors, Voilà, on va peut-être bientôt pouvoir vous poser une petite question, mais avant ça, peut-être tu voulais introduire cette question. exactement, parce que c'est vrai que quand on doit aller auditer, je dis c'est un exercice. Et c'est un exercice qui permet d'identifier des constats. Des constats, est-ce que c'est conforme, est-ce que c'est non conforme? Après, on va avoir des nuances dans ces constats. Mais pour éditer des constats, et pour pouvoir identifier des constats, il faut savoir de quel référentiel on parle. Et il faut se poser la question de qu'est-ce qui est conforme et qu'est-ce qui est non conforme. Et c'est pour ça que je vous posais la question, enfin, la question qui est indiquée ici sur le QR code qu'on vous invite à flasher pour y répondre. Selon vous, qu'appelle-t-on une conformité? Alors, vous avez le lien aussi qui apparaît dans le chat. Qu'est-ce qui, pour vous, est une conformité? Parce que c'est un mot qu'on utilise, conformité, non-conformité, qu'on utilise dans le quotidien, mais quelle est la signification pour vous? Je vous laisse y répondre par l'outil WooClap. Voilà, on vous laisse quelques instants pour répondre via le lien qui vous est partagé dans le chat. Il y a également, bah, si vous préférez le QR code, je vais devoir juste arrêter de l'afficher dans quelques instants pour pouvoir vous afficher les résultats. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous n'avez pas eu le temps de scanner le QR code entre-temps, d'utiliser le lien dans le chat. Donc j'arrête le partage pour vous partager maintenant les résultats du WooClap. Exactement. Il y a une réponse dans le chat qui répond très très bien. Donc Noureddin, enfin, on va voir les. Ah, et évidemment, il y a des problèmes d'affichage de Ah, il y a des WooClap. Je ne sais problèmes pas si ça marche d'affichage chez sur toi. le. Alors, j'essaie de voir si je reçois. Alors, a priori, il y en a qui arrivent, il y en a Pour qui certains, n'arrivent c'est bon, pas. pour d'autres, non. Bon, Alors, ouais, j'ai des mots qui apparaissent, donc a priori, ça ok. doit fonctionner. Bon, bah écoute, Alors, si vous pouvez réessayer pour ceux qui avaient essayé et pour qui ça ne fonctionnait pas, a priori, ça a l'air d'être bon. Maintenant, ouais, je vois plein de mots qui commencent à apparaître à l'écran. Je vais le partager et je vous laisse réessayer, recliquer, actualiser la page là pour ceux avec qui ça ne fonctionnait pas. Voilà, si vous pouvez faire un petit actualiser, un petit F5, on vous repartage le lien si besoin. A priori, ça a l'air de fonctionner pour un certain nombre de participants, donc ça devrait revenir à la normale. en tout cas, les réponses qui apparaissent de ce que j'en vois, on sent qu'on a des gens qui ont déjà eu ces questionnements internes, ou en tout cas qui ont eu des approches et des sensibilisations à ces sujets-là.
effectivement, on peut commencer à y répondre, hein. C'est une conformité, c'est la satisfaction d'une exigence. C'est tout bête, mais une exigence, c'est quelque chose qui est donc par rapport à un référentiel. Un référentiel, ça peut être une norme, ça peut être une exigence interne, ça peut être une exigence client. Et c'est important, c'est-à-dire qu'un audit, c'est pas là pour dire si c'est bien ou si ça n'est pas bien. J'ai très souvent des étudiants notamment qui jugent par rapport à leur sensibilité à eux le fonctionnement d'une entreprise, sans se poser la question de est-ce que ça répond à la référence qui était identifiée au départ. Un audit, c'est juste là pour identifier si on est conforme à l'exigence qui a été définie. Ça nécessite, comme on le disait au préalable, de bien connaître le référentiel. Plusieurs l'ont écrit, hein, le terme de référentiel a été souvent prévu. C'est important d'avoir, pas prévu, noté en tout cas, c'est vraiment cette approche-là qui est en tête. Donc effectivement, la conformité, c'est la satisfaction d'une exigence, la non-conformité, c'est la non-satisfaction d'une exigence. Ni plus ni moins que ça en fait. Donc c'est vrai que quand on a ça en tête, ça peut aussi aider à éclaircir. Quand certains me disent je suis pas à l'aise dans l'audit parce que je ne sais pas comment juger tel ou tel constat, on n'est pas dans le jugement, justement, on n'est pas dans le jugement. On est dans la vérification de est-ce que c'est conforme ou pas. Voilà. Donc ça, c'est important d'avoir ça en tête. Eh ben, Euh, très bien, on va le garder au maximum en tête et on va pouvoir continuer sur cette présentation avec notamment le sujet des comportements individuels. alors, oui, effectivement, on a parlé tout à l'heure du savoir-être, du savoir-faire, pardon. Savoir-faire, c'est donc connaître les référentiels, c'est connaître un petit peu le fonctionnement, la méthodologie, mais le savoir-être, c'est aussi comment on se comporte en tant qu'auditeur quand on est dans le cadre de l'exercice. Et là, vous pouvez voir que vous avez plusieurs types de comportements qui sont identifiés. Et bah, je vous laisse écrire dans le chat s'il y en a certains qui vous paraissent à bannir, surtout à ne pas mettre en œuvre quand on est dans le cadre de l'exercice d'audit. Si vous avez s'il y en a certains qui vous paraissent. Alors tiens, le premier qui vient de sortir, il est très intéressant. Ah non, il y en avait un autre avant. Le critique, c'est celui justement qui est à double tranchant. Donc on voit effectivement les mots qui reviennent, rigidité, influençable, bien sûr, susceptibilité, euh, rigidité. euh, Alors, observation, non, c'est plutôt quelque chose dont il faut faire preuve. Voilà, vous avez plusieurs fois influençable, susceptibilité, rigidité. Effectivement, c'est des choses qu'il faut bannir. Donc, globalement, ce qu'il faut démontrer, c'est faire preuve d'intégrité, d'être ouvert d'esprit, ne pas, encore une fois, pas être dans le jugement. Par contre, être susceptible à bannir, c'est-à-dire que si quelqu'un ne vous dit pas ce que vous voulez entendre ou que ça vous vexe, montez pas sur vos grands chevaux, ce qui peut arriver des fois, hein, surtout quand on est dans l'audit interne et qu'on se retrouve à aller auditer un collègue et qu'on prend un petit peu pour argent comptant ce qu'il nous dit au lieu de voir le système. Voilà, attention à ça. Faire preuve de diplomatie, d'observation, puisqu'un auditeur écoute, mais il observe aussi ce qu'on lui présente. Faire preuve de perspicacité. La polyvalence, c'est savoir un petit peu s'adapter à tous les différents sujets où on est confronté. Rigidité, non, encore une fois, c'est comme la susceptibilité, et puis c'est l'inverse de l'ouverture d'esprit. Il faut être tenace, aller jusqu'au bout des investigations, savoir prendre des décisions, faire preuve de courage. On la retrouve à côté. Être autonome, c'est-à-dire pas se laisser porter et devoir attendre qu'on vous dise ce qu'il faut faire. Critique, j'aime bien cette phrase-là, parce que, enfin ce terme-là, parce que c'est celui qui fait souvent discuter. Critique, ça dépend. Si vous êtes dans la critique, dans le sens, on va critiquer la façon dont travaillent les gens, effectivement, c'est à bannir. Si vous êtes critique dans le sens où vous faites preuve d'un esprit critique, à dire est-ce que ce qu'on me présente, c'est à prendre comme ça de brut ou est-ce que je peux aller creuser un peu plus? Là, c'est à valoriser. Donc, ce mot-là peut être, en français, il peut avoir un double sens. Donc, ça dépend dans quel sens vous le mettez en œuvre. Savoir travailler en équipe, c'est important parce que quand on n'est pas forcément auditeur tout seul, on peut être auditeur dans une équipe d'audit. Et auquel cas, il faut savoir aussi ne pas avoir des conclusions différentes, savoir travailler ensemble et ne pas s'opposer. Être ouvert aux différences culturelles, ce que je vous disais. Vous travaillez dans l'industrie agroalimentaire, ça va peut-être pas être le même fonctionnement dans l'industrie du BTP. Eh ben, vous devez le savoir. Vous travaillez en France, ou vous travaillez en Belgique, ou vous travaillez dans un autre continent. Eh ben, quand vous ferez vos audits, vous devez pouvoir être capable d'accepter la façon dont travaillent les autres. Ne pas être influençable, bien sûr, et puis être ouvert aux améliorations. Ça, c'est des choses qui sont importantes puisqu'on est dans le cadre de l'amélioration continue. Voilà un petit peu l'idée. La bienveillance n'apparaît pas contrairement aux obligations des évaluateurs. Quelle est alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, donc si je veux bien quelques précisions. La bienveillance, ça reprend un petit peu, pour moi, c'est une approche qui reprend, si je le comprends, hein, c'est une approche qui reprend plusieurs éléments qu'on retrouve là-dedans, c'est-à-dire assez ouvert d'esprit, diplomate, etc. Donc c'est peut-être pour ça que c'est pas un mot en tant que tel qui est identifié, mais qu'il y en a un qui est décrit par plein d'autres. Effectivement, ne pas juger.
tout à fait. On doit l'avoir, je crois, ne pas juger. Bah, c'est ouvert d'esprit, en fait, ouvert aux améliorations, ouvert aux différences culturelles. Voilà. Et ça rejoint un peu C'est aussi la plutôt ça. notion d'intégrité, hein, Tout finalement, à hein. Quand fait, on est également. intègre, on ne juge Mais pas, c'est théoriquement. exactement ça. On n'est pas là pour juger la façon dont travaillent les gens. Voilà, c'est ça. Être factuel, Alors, on reviendra dessus tout à l'heure aussi. tout à fait. Alors, on avance sur cette deuxième partie. Alors, justement, je vais faire un petit voyage là sur l'onglet questions-réponses. Alors, pour l'instant, il n'y a pas eu de réponse, de questions, pardon, en tant que telles qui ont été posées suite du D'accord? coup aux différents échanges. On va en profiter pour garder un peu de temps et puis avancer dans la présentation. Donc, n'hésitez pas encore une fois, l'onglet questions et réponses Q&R, si vous voulez poser une question auquel on répondra lors de ce webinaire. Le climat de confiance, effectivement, est Tout à mentionné fait. et plein d'autres éléments. Et Exactement. n'hésitez C'est pas, très voilà, important, ça. Merci de préciser ça. Effectivement, c'est hyper important de créer un climat de confiance. Je crois on y revient un petit peu tout à l'heure. Je ne sais plus s'il y a un diapo complètement là-dessus, mais euh, ah oui, effectivement, quand on n'est pas en confiance, on n'a pas d'échange de qualité, on n'a pas de transparence. Et si c'est vu comme un examen, c'est pour ça que j'ai précisé que pas un examen, c'est pas un tribunal, c'est pas du tout ça, c'est un exercice d'amélioration. Ça permet d'aider à avoir un dialogue de qualité en toute transparence pour justement identifier les vrais freins qu'on peut rencontrer dans l'entreprise, les axes d'amélioration, les grains de sable qu'on peut rencontrer. Donc, merci d'apporter effectivement cette précision sur laquelle je reviens à mon tour. tout à fait. Et j'en profite pour répondre à la question classique qu'on a à tous les webinaires, hein. Non, on n'enverra pas les supports PowerPoint à l'issue de ce webinaire. En revanche, vous aurez accès au replay qui vous sera envoyé par email. Comme ça, si jamais il y a des points qui vous paraissent importants, vous pourrez réécouter ce qui a été dit autour de ces éléments. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions-réponses pour les questions pour les prochaines parties. Voilà, la vidéo complète du webinaire, pour le coup, je réponds à cette question. Oui, ça sera bien le cas. Donc, partie 2, le guide et la grille d'audit. Alors, du coup, ce sont deux éléments en fait dont on entend souvent parler, Nicolas. Mais Alors, juste pour revenir apparemment, sur il n'y a pas je tout le reviens monde. juste sur ce que dit Guy effectivement, faire preuve de jugement, pour moi, c'est justement faire preuve d'esprit critique, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est dans ce sens-là. Mais ça ne veut pas dire être dans le jugement, justement. C'est pour ça que le terme critique est à prendre dans les deux sens. Alors, effectivement, là, on est dans la grille d'audit et le guide d'audit. Alors, excuse-moi, je t'ai coupé Victor. mais, mais Je l'idée, t'en prie, je t'en prie. c'est de différencier ces deux outils. Alors, on dit guide d'audit, guide d'entretien, il y a plusieurs termes qui peuvent exister, qui différencient de la grille d'audit. La grille d'audit, c'est vraiment un outil de cochage de checklist, en fait, où on est bah, voilà, des critères qui ont été préétablis. Et puis, on est souvent dans le conforme, non conforme, appliqué, non appliqué. Et ça s'en tient là. Alors, je ne dis pas que c'est forcément toujours le cas, mais c'est quand même souvent le cas qu'on retrouve. Là où le guide d'audit, c'est un moyen d'avoir un fil rouge pour nous aider à nous guider tout au long de l'audit, mais tout en nous permettant aussi des fois de sortir un petit peu du chemin quand on sent qu'il y a une piste qui mérite d'être un peu plus creusée. Ce que permet moins la grille d'audit, qui est beaucoup plus balisée, qui est un petit peu un couloir, un silo qu'on suit. Et finalement, la grille d'audit, on n'a peut-être pas besoin d'être trop formé à ce qu'on nous demande de vérifier pour aller cocher si c'est fait ou si c'est pas fait, alors qu'un guide d'audit, ça nécessite justement de la précision, de la méthodologie, etc. Donc, c'est important d'avoir ces sujets-là. Ça permet à, d'avoir un vrai terrain propice pour l'échange, d'avoir un guide d'audit, pardon, justement. Parce que on a plutôt un terrain balisé vers lequel on veut aller, on a un objectif vers lequel on veut aller, pardon, mais par contre, on peut en sortir. Donc ça, c'est pour ça que on différencie le guide de la grille. Quand on fait une grille, on est plutôt dans l'évaluation de l'application et de ce type de sujet. Euh, Parlons donc des grilles, déjà, pour commencer. Oui. Alors, les grilles, le problème, c'est que finalement, comme on pose toujours un peu les mêmes questions qui sont préétablies, qui sont un petit peu préformatées, c'est un peu le sujet, ce que ça m'évoque de temps en temps, alors dans certains cas, hein, c'est cette citation d'Einstein qui est de dire que la folie, c'est de faire toujours la même chose et d'attendre des résultats différents. C'est-à-dire que quand on évalue toujours les mêmes sujets de la même façon, à telle période, telle périodicité, toujours la même, régulière, etc., par les mêmes personnes, il y a peu de chances qu'on arrive finalement à se poser des questions un petit peu différentes, d'apporter un œil nouveau, d'apporter un questionnement nouveau, de sortir un petit peu du fonctionnement de on fait comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça, ce qui est malheureusement un des écueils qu'on retrouve dans les entreprises. Or, quand on a un guide d'audit, où on a plutôt une destination plutôt qu'un chemin, on peut finalement prendre des petits chemins de traverse, comme je disais tout à l'heure, et puis finalement, on arrive à se dire, mais pourquoi vous faites comme ça en fait? Pas juste, est-ce que vous l'avez bien fait, est-ce que vous ne l'avez pas fait? C'est pourquoi vous faites comme ça? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de faire autrement? Et en fait, c'est là qu'on va vérifier de la conformité, de la cohérence. Ça a été dit aussi tout à l'heure, le terme de cohérence entre les risques de l'entreprise
les objectifs qu'elle a identifiés, les cibles qu'elle s'est fixées, les actions qu'elle a définies, les indicateurs qu'elle met en place pour les suivre. Et tout ça, avec un guide d'audit, on y arrive beaucoup mieux à avoir cette approche qu'avec une grille qui va être très fermée. Pour autant, elles sont importantes parce qu'elles permettent quand même de vérifier effectivement l'efficacité des actions. Parce que si on ne met pas en place les actions, il y a peu de chances qu'on atteigne les résultats attendus. Donc, c'est quelque chose qui est pour moi complémentaire dans le terme, d'évaluation. Mais effectivement, comme on voit, si les actions ne sont pas bonnes, c'est pas forcément par une grille d'audit qu'on va pouvoir se rendre compte de l'absence ou du manque de pertinence. Voilà. Tu nous disais que le guide, en revanche, pour ce faire, lui, il était très important. Oui. Alors, le guide, il est là pour se poser la question de pourquoi on fait les choses. Quand on pose des questions, elles sont toujours là pour répondre à une interrogation qu'on se pose. Pas uniquement c'est fait, c'est pas fait, mais dans quel contexte cette décision a été prise, quelle a été l'action là ou les actions qu'on a décidé de mettre en place, ces actions ont-elles fait preuve d'une mise en application, c'est-à-dire d'une effectivité, et ensuite, une fois que ces actions sont effectives, est-ce qu'elles sont efficaces? Donc, ça permet de se poser la question de est-ce que nos actions sont pertinentes, c'est-à-dire qu'elles répondent aux enjeux, nous permettent d'atteindre nos objectifs, et si ce n'est pas le cas, ben, comment on arrive à identifier des pistes d'amélioration. Lors d'un audit, on arrive à identifier des pistes d'amélioration. Quand on utilise des grilles d'audit, des visites, c'est un peu moins le cas. Voilà, c'est cette approche-là qu'il faut avoir en tête. Si vous voulez vraiment garder en tête que l'audit est un outil d'amélioration, essayer d'avoir cette approche en tête, cette démarche en tête, de se dire pourquoi on fait les choses, c'est pour se poser la question, est-ce que nos actions sont pertinentes, c'est-à-dire qu'elles permettent d'atteindre nos objectifs. Est-ce que, du coup, tu peux nous parler un peu plus des bonnes pratiques que toi, tu as pour concevoir ce guide qui, selon Hum. toi, du coup, est vraiment la colonne vertébrale quelque part de l'audit, quoi, finalement, que tu vas mener? Alors effectivement, le guide est plus open que la grille, tout à fait, c'est exactement cette approche-là. Et encore une fois, hein, ce sont des choses complémentaires, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut bannir l'un au profit de l'autre ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment cet aspect complémentaire. Euh, La chose importante, effectivement, pour commencer, c'est bien commencer par bien définir ce qu'on veut observer. Qu'est-ce qu'on veut aller démontrer? Quand on a un audit, on répond à un besoin. Quand on vous demande de venir auditer un processus, une démarche, un procédé, une ligne de production, une procédure qui a été définie, vous devez statuer un moment vous devez conclure. Donc, ça veut dire que vous devez garder en tête, dans le cadre de votre audit et donc dans votre grille d'audit, quel est l'objectif ultime sur lequel vous devez conclure. Donc, pourquoi on fait cet audit? Dans quel but? Et en gardant ça en tête, moi, c'est ce que je fais dans ma grille d'audit, enfin, dans ma grille d'audit, l'abus de langage, dans mon guide d'audit, je me garde toujours en tête, en rouge, ce que je suis censé vérifier. Pour pas qu'à la fin de l'exercice, je me dise, mince, finalement, j'ai pas, on a bien discuté, on a passé 2 bonnes heures avec les gens, une journée très sympathique, mais au final, j'ai pas les éléments qui me permettent de conclure sur l'activité qu'on m'avait demandé d'auditer. Donc, c'est important de garder ça en tête. L'avantage aussi d'un guide d'audit, quand il est bien fait, c'est de se poser des questions sur le timing, définir des jalons. Si on fait un audit sur un processus, on arrive à peu près à définir le critère, mais quand on audite toute une entreprise, qu'on doit passer par plusieurs processus, qu'on doit aller voir des services, qu'on doit aller vérifier sur le terrain l'application, c'est important de bien avoir son déroulé qui existe et de se dire, est-ce que j'ai bien les bonnes personnes aux bons endroits et avec quelles personnes je pose quelles questions? Quel type de questions? Le guide d'audit, c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête pour garder la spontanéité des échanges. Quand on est dans une grille, encore une fois, enfin, je ne veux pas focaliser sur la grille, mais quand on est dans une checklist, d'une certaine manière, on va avoir tendance à être concentré sur nos questions et pas forcément sur les échanges. On écoute, mais on est déjà dans la question suivante, etc. Moi, je vous inviterais, si vous faites un audit, à plutôt écrire des idées, plutôt écrire des bullet points, des sujets que vous voulez aborder et pas forcément des questions formalisées, écrites, rédigées. Parce que le risque, c'est que si vous faites ça, ces questions, vous allez les lire. Et quand on les lit, ben, on est moins spontané, forcément. Donc en mettant, en disant, en posant des questions plutôt que d'écrire quels sont les enjeux que vous avez identifiés dans le cadre de votre système de management de la qualité, vous pouvez juste avoir un bullet point qui va être identification des enjeux. Et après, c'est vous qui le direz avec vos propres mots, de façon naturelle, avec votre façon de faire. Ce qui fait que la personne en face, elle n'aura pas l'impression de parler à un robot, elle aura l'impression de parler à quelqu'un, un homologue, avec d'égal à égal, quelqu'un avec qui on est dans un échange, dans une conversation, comme on est tous ensemble quand on discute. Ça facilite. Et puis on le verra un petit peu, ne pas utiliser de questions fermées le plus possible. Enfin, limiter le plus possible les questions fermées. Les questions fermées, c'est les questions qui n'appellent qu'un oui ou un non. Derrière, vous n'allez pas avoir beaucoup d'informations avec ça. Donc essayez de privilégier les questions ouvertes.
Et puis, une bonne pratique que je vois, c'est avoir quelque chose pour adapter votre prise de notes. Faites quelque chose qui vous simplifie la tâche. La prise de notes papier, c'est beaucoup plus simple. Enfin, c'est plus simple. C'est privilégié pour moi, d'une certaine manière, par rapport au PC. L'ordinateur, c'est quelque chose qui peut se faire, ouais, mais qui peut créer une barrière, en fait, avec les interlocuteurs qu'on va avoir en face. Et quand on rédige, rédige souvent moins vite au clavier en prise de notes qu'à la main. Donc, attention à ne pas créer cette barrière qui pourrait, je dirais, créer des irritants dans le fonctionnement de l'audit. Parfait. Merci Nicolas. Alors, on va prendre un petit temps pour répondre à quelques questions. Alors, on n'est pas forcément très, très en avance sur notre timing Non, parce mais qu'il y en a beaucoup il y a déjà des choses que d'infos j'ai abordées, en intéressantes fait. à aborder, c'est ça. Voilà, on va répondre à une sélection de questions rapidement. Donc, déjà, quelle est ta position, Nicolas, par rapport aux normes de pratique professionnelle d'audit interne de l'IIA? Si tu peux nous répondre en deux mots là-dessus. Alors, je ne connais pas, enfin, je ne crois pas, en fait, je n'ai pas cette. Que veut dire IIA? Voilà, bon, on va Moi, prendre du coup je disais juste, l'info. hein, juste s'il y a des choses à creuser, je pourrais peut-être les creuser. Moi, je suis plutôt vraiment particulièrement sur les normes ISO de Oui. management. Donc, IIA, si c'est des normes métiers ou des normes techniques, je vais un peu moins connaître par rapport à ça. Merci. Du coup, on va voir si on a des précisions dans le chat ou dans la question directement. On a une question de Guy qui demande Oui. s'il y a une différence entre le guide d'audit et le plan d'audit, ou est-ce que c'est la même chose, ou est-ce que c'est intégré l'un dans l'autre. Voilà. Très intéressant comme question, parce que souvent on me pose la question. Il y a une différence qui est importante pour moi, enfin pas que pour moi d'ailleurs. Le plan d'audit, il est destiné aux audités. C'est-à-dire que vous allez leur dire quelles sont les règles dans lesquelles va se dérouler l'audit. Les dates, les heures, les référentiels, les critères d'audit, qui vous avez prévu de voir, etc., avec des grandes lignes de ce que vous avez prévu de voir. Mais c'est destiné aux personnes qui vont être auditées. Le guide d'audit, c'est pour l'auditeur ou l'équipe d'audit. C'est votre outil à vous. Vous en faites ce que vous voulez. L'important, c'est qu'ils répondent à votre façon de prendre des notes, d'intervenir. Donc, c'est vraiment une chose qui est très différente. Il y a pas de trame type pour pour un guide d'audit parce que ça va dépendre si vous êtes tout seul, si vous êtes en équipe. L'important, c'est qu'à la fin, vous puissiez regrouper vos notes et faire une réunion de synthèse la plus pertinente possible et la plus rapide possible. Donc, ce n'est pas tout à fait le même objectif, en fait. C'est une déclinaison du plan d'audit, mais à votre sauce pour que vous puissiez vous l'approprier. Voilà. Très bien, merci. Et puis, alors du coup, a priori, l'IIA, c'est un référentiel pour l'audit de gestion. Voilà, donc je pense que D'accord. c'est Ah, ben, je Dib connais qui pas. nous donne l'information. OK, merci. Voilà. Et donc, est-ce que, donc l'AI, j'imagine, l'IA a été intégré dans la panoplie des outils et existe un audit de l'IA aujourd'hui? Existe-t-il un audit de l'IA? Alors, à ma connaissance, je n'ai pas pratiqué en tout cas. Parce que l'IA, c'est quelque chose qui est. Enfin, c'est les IA, parce qu'il y en a tellement des IA différentes. Il y a les IA génératives, il y a les IA conversationnelles. Enfin, il y en a plein, plein, plein. Donc, je ne pense pas. Je crois que ISO est en train de développer un référentiel par rapport aux IA, mais je ne maîtrise pas ce sujet-là actuellement, en tout cas. Et finalement, je ne pourrais pas répondre à cette question. Ça marche, merci. Je réponds encore hein, à la question sempiternelle du support. Non, Ouais. on n'enverra pas les supports pour des raisons techniques, hein, bien sûr, à l'issue de ce webinaire. Par contre, vous aurez accès au replay qui vous sera envoyé par mail à tous les participants. Alors, on va pouvoir continuer sur la partie 3, donc la partie un peu centrale hein, de ce webinaire. Donc, comment mener finalement l'audit, maintenant qu'on a notre guide. Voilà, comment tu vas conduire cet audit? Quelles sont, selon toi, les Alors, principales tâches? l'audit, c'est tout bête, mais ça se résume en ces quelques informations, c'est-à-dire que ça se consiste à poser des questions, tout bêtement. Très important, écouter les réponses et les écouter activement. C'est-à-dire que derrière, on va réagir en fonction des réponses. Attention à ne pas être dans votre couloir. C'est-à-dire, c'est là en ça qu'on va différencier justement l'audit de la grille d'audit enfin, ce qu'on dit habituellement. C'est-à-dire que quelle que soit la réponse, vous allez passer à la question suivante dans une grille d'audit. Or, là, ça revient un petit peu à une question qui était posée. Si on vous emmène sur un terrain qui n'était pas initialement prévu, mais que ça reste dans le cadre du périmètre de l'audit, vous pouvez vous y aventurer et puis dire, bon, on reviendra au sujet suivant plus tard. L'important, c'est que vous gardiez votre fil conducteur par rapport à l'audit. Et donc, écouter les réponses, réagir en fonction des réponses, consulter les documents et enregistrements et tout ce qu'on appelle éléments de preuve, en fait. C'est-à-dire que quand on vous montre quelque chose, vous les consultez, vous n'êtes pas juste une chambre d'enregistrement en disant j'ai bien vu la politique qualité en date du janvier 2024. Non. Vous la lisez, vous la consultez, vous regardez si elle est pertinente, vous faites preuve d'un esprit critique, ce qu'on disait tout à l'heure, montrer sa capacité de jugement, si vous voulez utiliser ce terme-là, c'est exactement ce terme-là. Mais on n'est pas juste en train de dire vu, fait, observé, etc. C'est OK, elle y est, mais qu'est-ce qu'on a dedans? Qu'est-ce qu'on en fait de cette information-là?
Et en fonction de ça, justement, on réagit. On dit, ah bah vous m'avez dit ça. Du coup, c'est marrant parce que entre votre analyse des risques et ce que je vois dans votre politique, il y a des incohérences, ou au contraire, on voit bien la cohérence de ce que vous m'avez dit. Maintenant, est-ce qu'on peut voir le plan d'action? Et en fait, vous avez ce déroulé-là qui se met en place. Donc, on réagit en fonction des réponses, on consulte les documents et on met en place un suivi qui va avec. Et puis le sujet important, c'est quand vous avez fait tout ça, vous devez en même temps prendre des notes. Puisque derrière, vous allez avoir besoin de toute votre prise de notes pour pouvoir, dans un premier temps, faire votre réunion de synthèse, votre réunion de clôture, pardon, et puis, dans un second temps, rédiger un rapport, puisque c'est ce qui est attendu dans le cadre d'un audit, c'est d'avoir un rapport. Donc si vous n'avez pas pris de notes, même si vous avez la meilleure mémoire du monde, vous risquez quand même de vous retrouver un petit peu démuni au moment où il faudra rédiger quelque chose. Du coup, la conduite de l'audit contient toutes ces étapes, mais ça implique aussi de la communication, comme beaucoup de projets, finalement, quels qu'ils soient. Donc, finalement, quelle est cette communication? Comment on l'organise? Ce que je vous invite à faire, c'est justement être très vigilant sur la communication parce qu'on a tous des biais cognitifs, hein, on les a tous, hein, les biais de confirmation, les biais de causalité, toutes ces choses-là. Et du coup, vous savez bien que enfin, vous pouvez vous rendre compte que c'est très difficile. Alors, c'est quelque chose qui est à prendre en compte dans les éléments de communication, c'est que entre ce qu'on pense, ce qu'on veut dire, ce qu'on dit, ce qu'on veut entendre, ce qu'on entend, ce qu'on comprend, ce qu'on veut comprendre, etc., il y a beaucoup de chances pour qu'on ait du mal à communiquer ensemble. D'où l'intérêt, je crois qu'on revient un petit peu après, mais je suis pas sûr, mais je le dis tout de suite, attention à la reformulation. Si vous n'êtes pas sûr, reformulez en disant, si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit, ça veut dire que, tac, 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 hop. Et derrière, ça vous permet de reboucler pour être sûr que vous ne faites pas fausse route, que vous ne faites pas de mauvaises interprétations par rapport à ce qui s'est dit. Il n'y a rien de pire que d'arriver à des conclusions par rapport à quelque chose qu'on a mal compris. Parce que derrière, vous perdez toute crédibilité et puis les gens n'ont pas l'impression que l'audit est un exercice pertinent. Donc attention, la communication, c'est très important. Et on le voit en fait, on n'est pas dans le jugement, on n'est pas, attention à pas avoir des opinions, vous êtes sur du factuel, ça a été dit tout à l'heure. Soyez vigilants par rapport à ça, il n'y a pas de bien ou de mal dans le cadre de l'audit, ça dépend de comment on prend les choses des fois et se poser la question de la perspective en fonction de dans quelle cohérence on est. Une vérité, elle dépend du contexte. Ce qui est vrai dans l'agroalimentaire n'est pas le même dans le BTP ou dans l'industrie. Donc c'est important d'avoir cette notion et d'être ouvert à ces approches-là. Voilà, je vous inviterai vraiment à être très vigilant par rapport à ça et donc d'être factuel. Je prends souvent cet exemple-là en audit. C'est à bannir les choses qui sont de l'ordre de la subjectivité. Par exemple, un constat qui dirait que l'entreprise n'est pas assez staffée pour faire quelque chose, ou l'entreprise est mal organisée. Ça, c'est du jugement. Attention à ce type d'approche. Le jugement, ça va être ce qu'on va pouvoir identifier quand on prend la température. Si vous êtes dans une pièce, vous allez avoir des personnes qui vont avoir froid et d'autres qui vont avoir chaud. Ça, c'est un jugement, c'est un ressenti, c'est subjectif. Le fait, c'est la température que va vous donner le thermomètre. Il fait 22 degrés. Pour certaines personnes, 22 degrés, c'est froid, pour certaines, c'est chaud. Mais le vrai fait, c'est qu'il fait 22 degrés. Voilà, c'est ça qui est important d'avoir en tête. Dans l'audit, vous devez vous attacher au fait et pas au ressenti. Euh, je te propose d'aller à la suite, ouais. Donc, pour le bon déroulement, il faut aller au bout de chaque investigation. C'est-à-dire qu'on ne survole pas les sujets en se disant c'est bon, hop, c'est fait, check, check, j'ai tout fait le plus vite possible au pas de course, etc. Non, on va jusqu'au bout. L'objectif, avant de passer au sujet suivant, c'est d'assurer qu'on a bien rebouclé toutes les informations, notamment par de la reformulation. Est-ce qu'on est bien d'accord sur ce constat? Pour le bon déroulement, c'est important de demander des preuves. Alors les preuves, ça peut être des documents, ça peut être des observations, ça peut être du recoupement d'informations, etc. Mais c'est de pouvoir s'appuyer sur un élément factuel qui sera indiscutable plus tard. Ce que je disais, c'est d'exploiter aussi tous les documents qui vous sont remis, ne pas juste les enregistrer. Parce que déjà, ça donne l'impression, si vous le faites, vous allez donner l'impression aux gens que ce qu'ils font, c'est pas important, en fait, que vous êtes juste là pour faire, je dirais, de l'inspection et pas de l'audit. Donc, c'est important aussi de rentrer dans le détail puis de les aider peut-être à mieux comprendre aussi. Des fois, c'est un moyen de mieux comprendre comment fonctionne l'entreprise. Et je vous invite aussi à valider au fur et à mesure les constats avec les audités. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils attendent la réunion de clôture pour découvrir qu'ils avaient des écarts. C'est quand vous constatez un écart durant l'audit, vous leur dites, vous dites, bah là, en l'état actuel, je constate une suspicion d'écart qu'on pourra confirmer ou peut-être revoir en fonction du reste de ce qu'on va pouvoir observer dans la journée, etc. Mais en tout cas, il faut que la personne soit au courant. Parce que sinon, vous risquez de vexer les personnes qui vont le découvrir au moment de la restitution. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'important à avoir en tête. Alors là, je vais pas forcément passer énormément de temps, mais c'est pour revenir sur des sujets qu'on a déjà dit.
Si vous allez dans un secteur, essayez de bien vous faire, de vous présenter auprès de toutes les personnes. N'allez pas auditer une personne sans être allé, peut-être aller voir le chef d'atelier. Allez pas directement sur une ligne de production. C'est-à-dire finalement respecter les règles de courtoisie. On dit bonjour, on se présente. C'est des choses toutes bêtes, mais des fois ça peut être des éléments bloquants. On cultive l'empathie, c'est-à-dire qu'on se met un peu à la place des gens quand même. On n'est pas juste là pour leur faire le donneur de leçons ou la donneuse de leçons. On est là pour les aider. Attention à pas trop d'empathie, pas être trop dans la compréhension. Ah bah oui, je comprends à votre place, moi non plus je ne ferais pas ça, etc. Attention, il ne faut pas tomber dans cette approche-là. Vous devez rester factuel. Garder son sang-froid, ne pas faire preuve d'agressivité ou de jugement de valeur. Ça peut arriver de temps en temps en disant bah, je ne comprends pas pourquoi vous faites ça, c'est un peu nul. Bon, ça, c'est. Faut surtout pas dire ça, bien sûr, mais c'est bien de rappeler des évidences. Euh, Laisser répondre complètement les audités. L'auditeur, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui écoute. On ne coupe pas la parole aux gens. On les laisse aller jusqu'au bout. On ne se laisse pas imposer des exemples. C'est-à-dire que quand vous dites, est-ce qu'on pourrait, vous pouvez me présenter un dossier? Ah bah oui, il y en a un qui était justement tout près sur notre bureau. Ah, il est nickel. Normal, on l'a fait. On a mis toute la semaine à le mettre au nickel. Non, vous pouvez inciter à dire, bah, vous pouvez m'en présenter un, mais bon, je vais en prendre un au hasard derrière. Comme ça permet aussi de panacher, de pondérer un petit peu pour qu'on ne vous ait pas fait juste le bachotage de dernière minute pour le beau document qui est bien rédigé, qui est dans son classeur. Il faut savoir prendre du recul en cas de conflit, ça peut arriver. On est face à quelqu'un qui vit mal l'exercice d'audit et puis qui se sent jugé, qui se sent agressé. Prenez du recul. Mais ça peut aller jusqu'à suspendre l'audit en cas d'obstacle majeur. J'ai déjà eu l'occasion de le voir. Si jamais, bah, ça peut être un problème de relationnel, mais ça peut aussi être un problème tout bêtement, hein. L'entreprise rencontre une difficulté, il y a un accident, il y a une problématique, quelle qu'elle soit. On n'est pas buté en disant, ben non, moi je suis là, je fais l'audit, on va jusqu'au bout, quoi. Non, il faut aussi, vous êtes là, vous n'êtes pas là pour venir créer des problèmes. Et puis, en conclusion de ce comportement, vous n'êtes pas un examinateur ou une examinatrice. Ce n'est pas un examen et encore moins un affrontement. On n'est pas là en train de se dire c'est moi qui est le plus fort, on va montrer le plus fort les muscles, etc. C'est pas celui qui aura raison, quoi. Derrière, vous êtes là pour faire émerger des problématiques que l'entreprise n'aurait peut-être pas identifiées toute seule. Voilà. Vous êtes une aide, en fait. Et vous n'êtes pas là pour venir juger, donner des bons points ou des mauvais points. Pose des questions pour Alors, ça. sur la manière de poser des questions, oui, pardon, Victor? Non, non, mais je. Ah, excuse-moi. Vas-y. Sur la manière de poser des questions, j'évoquais tout à l'heure la problématique des questions fermées. Essayez de poser des questions d'ordre général, des questions ouvertes. Par exemple, comment vous y prenez-vous pour identifier vos risques par rapport à votre métier? Quelque chose comme ça. Ça, c'est quelque chose qui va permettre aux gens de dire tout ce qui. C'est eux qui vont travailler, entre guillemets, qui vont avoir à évoquer, à répondre à cette question-là. Donc, c'est important d'avoir ça. Évitez de lire le questionnaire ou une checklist, même si vous êtes fait une petite checklist dans votre coin, évitez de le lire, comme je vous ai dit, parce que ça peut casser la dynamique, ça peut casser la relation, ça peut casser la spontanéité. Évitez de faire plusieurs questions à la fois. On pose une question, on attend une réponse. On ne fait pas de questions, ce qu'on appelle en rafale. Parce que le problème, c'est que la personne a risque de se perdre dans toutes les questions que vous allez lui poser, ou aussi, elle va peut-être essayer de répondre à la question qui l'arrange le mieux, en faisant le tri parmi ce qui est en disant il va peut-être oublier les autres. Et puis éviter de faire des questions et les réponses du type on est bien d'accord que chez vous, vous utilisez un formulaire de type machin. Ben là, la personne, elle dit bon, c'est ce qu'il attend comme réponse, je vais lui dire oui, il va être content. Voilà. Donc non, vous ne faites pas de questions et de réponses. Ou ça serait mieux si on faisait ça, n'est-ce pas? Derrière, la personne, elles sont obligées de prendre parti. Vous n'êtes pas là pour que les gens prennent parti, ils sont là pour dire ce qu'ils font. Faites en sorte de poser des questions simples, pas trop longues, dans un vocabulaire accessible à l'audité. C'est-à-dire qu'on ne pose pas les mêmes questions quand on s'adresse à un opérateur, qu'on s'adresse à un expert, qu'on s'adresse à un directeur, une directrice, qu'on s'adresse à un service support, etc. Soyez ce qu'on appelle polyglotte. Essayez d'utiliser plusieurs types de vocabulaire en fonction de la personne à qui vous parlez. Ce n'est pas des jugements de valeur, c'est juste de dire que quand on s'adresse à un responsable qualité, on peut utiliser des termes plus normatifs que quand on s'adresse avec quelqu'un qui n'a jamais connu les termes, qui n'a jamais lu une norme. On n'est pas là pour venir créer du jargonnage et puis montrer qu'on est expert, sachant, etc. Attention, ça aussi, ça casse la spontanéité. Et comme je vous disais tout à l'heure, on reformule les questions et on n'hésite pas à illustrer. Si on voit que la personne en face, elle ne comprend pas forcément, elle n'arrive pas à s'en sortir, vous n'êtes pas là pour les piéger. Dites, bah, écoutez, je vais essayer de la formuler autrement, je vais essayer de prendre un exemple du quotidien, etc., etc. N'hésitez pas. Ça, c'est un moyen de vous aider.
Nicolas, tu vas nous parler maintenant des points de vigilance au cours d'un Exact. audit. Il y en a plusieurs, donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, je vois le temps qui file un petit peu, Ouais. donc C'est pour ça, voilà, mais on arrive assez rapidement, ouais, enfin, on s'approche de la fin, donc il y a pas ça ah, devrait aller. parfait. Et justement, gestion du temps, sujet important en audit. Si vous avez prévu 1 heure avec une personne, faites en sorte que ça dure 1 heure. Si vous avez prévu 2 heures, c'est 1 heure. Si vous avez, c'est 2 heures, pardon. Si vous avez prévu de terminer à 17 heures, vous bloquez pas les gens jusqu'à 19. C'est la moindre des choses. Donc c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir votre guide d'audit qui vous permet de savoir combien de temps vous aviez prévu et est-ce que vous êtes bien dans les clous, par exemple. Et dedans, c'est le dernier petit point d'ailleurs. Faites attention aux rendez-vous décalés, à la diversion, aux perturbations téléphoniques. Essayez que les gens soient disponibles et soient vraiment présents, pas uniquement physiquement, mais qu'ils ne soient pas tout le temps, je dirais, occupés par un coup de téléphone, un mail, quelqu'un qui vient les déranger, etc. C'est important, ça c'est des choses qui peuvent vous plomber complètement un audit par rapport à ces problèmes-là. Et puis soyez vigilants à bien faire la différence entre la tâche prescrite, la tâche informelle, la tâche effective. C'est-à-dire que faites la différence entre ce qu'une personne est censée faire, ce qu'elle vous dit qu'elle fait, et ce que vous pouvez constater qu'elle fait vraiment. L'important, c'est vraiment ce que vous constatez, vous, en fait. Parce qu'on vous dire, oui, moi, je dois faire ça. Puis vous regardez sur le terrain, vous dites, mais c'est pas ça que tu fais, en fait. C'est pas ça que vous faites. C'est pas ça que je vois, en fait. Et la personne, des fois, elle est convaincue que elle fait vraiment ce qu'on attend d'elle, et vous, avec votre œil extérieur, vous pouvez dire, bah non, en fait, non, c'est. Ou alors on se comprend mal, etc. Et ça vous permet de bien distinguer ces différentes approches, qui des fois, c'est pas de la mauvaise foi, c'est pas de la mauvaise volonté, hein. Les gens, ils font par habitude et ils se rendent plus tellement compte qu'ils ont un petit peu décalé par rapport à ce qu'on attendait d'eux. Voilà, donc ça, c'est aussi votre rôle de bien cadrer ça et vos points de vigilance à avoir en tête. C'est pas parce qu'on vous le dit que c'est vrai. Observez. Voilà. Et puis bah, là, on arrive à la partie restitution et rédaction d'un rapport d'audit. Alors, avant la restitution, ce qui est important, enfin, avant la rédaction, pardon, ce qui est important, c'est la restitution, c'est-à-dire ce qu'on appelle la réunion de clôture. Un audit, alors on ne l'a pas forcément présenté, mais un audit, ça se fait en quatre phases, hein, globalement. Et la réunion d'ouverture consiste à présenter, à se présenter, à mettre en confiance, on l'a dit tout à l'heure, revenir sur les tâches informelles. Ouais, on verra ça Où- à la fin. on Ne reviendra tout t'inquiète à pas, on l'heure si reviendra sur les ça questions, vous, ouais, tout ça à vous fait. va bien. Pas de problème, on se le garde de côté. Vous avez la réunion d'ouverture qui est là pour se présenter réciproquement, auditeur, audité, qui permet de mettre en confiance. On s'assure que tout le monde est là, il n'y a personne qui est là pour juger les autres, etc. Donc ça, c'est important. Ensuite, il y a la deuxième tâche qui consiste à conduire l'audit en tant que tel. Donc ça va être quelques heures, quelques jours, etc. On va avoir des réunions de synthèse. C'est le moment où l'auditeur ou l'équipe d'audit se retrouve à part pour remettre un peu ses idées en ordre, pour ensuite faire la réunion de clôture, qui est la quatrième et dernière étape à proprement parler de l'audit, qui est là où on fait la restitution en disant, voilà, merci de nous avoir accueillis pendant cet audit et voilà ce qu'on peut en tirer comme constat qu'on va lister en fonction des différentes catégories, points forts, en fonction des dénominations, points forts, points sensibles, axes d'amélioration, etc. Donc, alors justement, on arrive à la réunion de clôture. La réunion de clôture, c'est quelque chose, quand on est auditeur, on commence par remercier les gens qui ont consacré du temps à faire ça. On rappelle le champ de l'audit, comment ça s'est passé, la méthodologie, est-ce qu'on a fait de l'échantillonnage, est-ce qu'on est parti sur du traitement d'écarts, etc. On rappelle comment on a évalué les écarts, puis ensuite on les présente, ces écarts. Alors, les points forts dans un premier temps, les écarts dans un premier temps, c'est en fonction de la sensibilité des uns et des autres. Moi, j'ai plutôt tendance à commencer par les points forts. Euh, et puis, parce que si on termine par ça, les gens ils vont se focaliser, ils vont se rester sur les écarts, etc. Ils sont plus tout à fait disponibles. Donc, je commence plutôt par les points forts, mais ça, c'est un choix. Et puis après, on va expliquer les écarts et on s'assure que les gens sont bien d'accord avec ce qu'on écrit. Voilà. Qu'il n'y ait pas de discours, je dirais, contradictoires. Lors de la réunion de clôture, on évoque aussi à quelle période on va envoyer le rapport d'audit, sous quel délai, quel contenu, à qui on le diffuse, etc., etc. Et puis, c'est le moment où aussi on peut commencer à faire en sorte de poser des petites questions sur des actions d'amélioration. Ça peut arriver. Il y a des auditeurs qui font ça en disant, ben voilà, par rapport à ce qu'on s'est dit, est-ce que vous avez déjà des pistes de progrès? Avant même que je vous envoie le rapport, est-ce que vous avez déjà des choses que vous pouvez mettre en place dès demain, par exemple, ou sous un, comment dirais-je, un délai assez court. Et ça permet de voir si les gens, ils s'approprient finalement la démarche, plus que de vraiment lancer des actions. C'est de voir s'ils ont bien compris, s'ils se l'approprient, ou si en gros, bon, bah, hop, c'est un sujet évacué, sujet suivant. Voilà. Vous voyez un petit peu si vous arrivez à avoir à accrocher les gens. Ensuite, on est sur le rapport.
Je ne sais pas si c'est affiché, voilà. Euh, alors, le rapport d'audit, bien sûr, il doit être fiable, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est important. Il doit être conforme au constat présenté en réunion de clôture. Il ne faut pas que dans votre rapport d'audit, il y ait des choses qui n'ont pas été dites durant la réunion de clôture. Il ne faut pas que les gens découvrent des choses dans le rapport d'audit. Parce que derrière, il n'est pas fiable, justement. C'est que les gens vont dire, bah, ça, vous ne l'avez pas vu, et puis vous allez refaire une histoire, etc. Donc ça doit être quelque chose qui doit être un élément de preuve. C'est un outil derrière pour les gens qui puissent s'en sortir. Et c'est finalement une formalité avec l'habitude, hein. Mais si votre prise de notes a été bien réalisée, c'est-à-dire que si vous avez un guide d'audit qui vous a vraiment aidé à conduire votre audit, à prendre des notes en conséquence, à bien identifier les différents constats, etc., finalement, après, c'est juste, avec tous les guillemets qui vont bien, de la rédaction. Et c'est là que vous allez voir si votre guide d'audit, il était adapté ou pas à ce que vous avez fait. Et c'est comme ça que finalement, votre guide d'audit, il va progresser d'audit en audit parce que vous allez dire, tiens, bah ça aurait été mieux si j'avais pu noter ça à tel moment. Ah, bah ça me sert à rien comme information. Cette question-là était peut-être pas pertinente pour m'aider à conclure, etc. Et c'est comme ça que vous allez progresser. Vous-même, vous allez faire de l'amélioration continue dans votre exercice. Donc, avec un bon guide d'audit, vous aurez un bon rapport, normalement. Alors, dans un rapport, ce qui est important, c'est effectivement de classer les constats par type, écart, non-conformité, quels que soient les termes que vous utilisez, points forts, etc. C'est une information documentée, hein, c'est quelque chose qui est attendu dans le cadre de la norme, hein. Vous devez avoir si vous faites des audits mais qu'il n'y a aucun rapport qui en découle, c'est comme si vous n'aviez rien fait presque. Quelque chose d'important aussi, c'est que le rapport doit être bien rédigé. Il doit être compréhensible par toutes les personnes qui vont devoir le lire. C'est-à-dire que s'il n'y a que les personnes qui ont participé à l'audit qui le comprennent, ça peut être embêtant. Parce que ce rapport d'audit, il sera peut-être lu dans 6 mois, dans un an, pour des actions qui vont être à plus ou moins long terme. Et si on se dit, au fait, qu'est-ce qu'il avait voulu dire, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire, les auditeurs, quand ils ont écrit ça, bon, on ne sait plus. Bon, bah tant pis, l'action, on ne sait plus ce qu'il faut faire, etc. Donc ça doit être lisible pour toute personne à tout moment. Et puis, on doit aussi pouvoir conclure, se positionner. Le rapport d'audit doit dire si, par rapport à ce que vous avez été demandé comme mission, de venir auditer tel processus, etc., est-ce que vous constatez que ce processus est efficace, pertinent et adapté au fonctionnement de l'entreprise? De façon impartiale, bien sûr. Pas de jugement, pas de ça arrange un tel que je mette que c'est bien, ou au contraire, je vais aider à régler des comptes en interne. Non, c'est pas du tout l'exercice d'audit. Ça peut arriver malheureusement, mais c'est pas l'exercice tel qu'il est prévu et attendu. Ah, ouais, très bien, on va terminer sur une question ouverte, du coup, qu'on va ouvrir sur WooClap. Alors, n'y allez pas tout de suite, je vais vérifier d'abord que c'est bon, que cette fois, il n'y ait pas d'erreur technique, puisque je pense qu'il faut que j'ouvre la question avant qu'on puisse y aller. Donc là, D'accord. normalement, vous devriez pouvoir répondre, donc je vous encourage à y aller. On vous repartage le lien également dans le chat. Voilà, on espère en tout cas que ça vous aura appris des choses. On va continuer, bien sûr, hein, l'expérience en répondant à vos questions là en direct sur l'audio. Déjà, il y avait le point tout à l'heure, tu sais, Nicolas, Oui, qu'on n'a pas, sur on les n'a pas tâches, abordé sur les sur les tâches, voilà, les voilà. différents types de Alors, tâches. ce que j'ai évoqué tout à l'heure, qui a été une diapo qu'on a présentée, donc la différence entre une tâche prescrite, donc la prescription, ce que la personne est censée faire, ce que vous allez avoir dans une procédure, en fait, l'opérateur, le pilote, etc., doit faire ça. Après, vous allez avoir la tâche informelle, ce que la personne a été informée ou en tout cas pense devoir faire. Voilà. Donc vous allez voir l'opérateur, par exemple, hein, pour rester sur quelque chose de production qui va parler peut-être un peu plus à tout le monde, en disant ben, la procédure dit que vous faites ça, enfin vous avez ça en tête. L'opérateur, il vous dit, bah moi, en fait, je suis censé contrôler toutes les 1000 pièces et à chaque fois, je dois mettre la dernière pièce en évidence, etc., etc. Donc ça, vous allez déjà pouvoir constater si ce qu'il vous dit, ça correspond bien à la procédure. Et après, vous allez observer en disant, bah, je vais vous regarder faire. Et puis vous allez dire, mais tout à l'heure, vous m'avez dit que vous deviez contrôler toutes les 1000 pièces, et puis là, on est à la 2000 pièces, et puis vous n'avez pas fait, en fait. Ah oui, ouais, mais c'est parce que, oui, mais ça, c'est ce que je dois faire, mais en fait, je le fais toutes les 2000 pièces parce que si, parce que ça. Et en fait, vous pouvez voir la distinction entre ce que la personne fait réellement, ce qu'elle vous a dit qu'elle faisait, et faire la différence entre ce qu'elle fait réellement et ce qui était prévu dans la procédure. Et des fois, tout ça va très bien s'imbriquer. La procédure dit qu'elle fait ça, la personne fait bien enfin, vous dit bien ce que dit la procédure, et c'est vraiment ça qu'elle réalise. Et puis des fois, vous allez voir que non, la personne fait très différemment de la procédure, parce que d'ailleurs, personne ne lui a jamais parlé de procédure. C'est souvent ça le cas, hein. Donc ça peut être des sujets comme ça en disant, bah, et c'est pas que la personne fait mal, hein, encore une fois, on n'est pas dans le jugement en disant, mais vous faites n'importe quoi, c'est pas du tout ça, c'est dire, mais pourquoi vous faites comme ça? Comment ça se fait que vous procédez de telle manière? Et là, vous allez pouvoir identifier
peut-être un défaut d'information, un défaut de formation, un défaut de connaissance, etc., etc. Ou un défaut, alors le défaut n'est pas bon, un bon terme, hein, mais en tout cas un écart, voilà, un écart d'application. La personne a oublié peut-être que c'était toutes les 1000 pièces et pour elle, c'est devenu 2000 pièces. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas quand, etc. Ben, l'avantage de l'audit, c'est peut-être de remettre, entre guillemets, dans le droit chemin par rapport à la procédure, ou peut-être faire évoluer une procédure. Peut-être que des fois, les procédures, elles ont été pertinentes à une époque, elles ne le sont plus maintenant, et que la pratique est, elle, plus pertinente que ce qui a été écrit sur le papier. C'est à vous de faire en sorte de vous assurer que, est-ce que ça matche bien les choses ensemble. Voilà. Je ne sais pas si ça éclaircit un peu mieux cette différence entre les tâches prescrites, effectives et informelles. Voilà, si j'espère avoir été un peu plus clair par rapport à ça. Merci pour ta réponse. Ouais, c'est aussi moi qui t'ai pressé un peu sur le timing tout à l'heure, c'est Ouais, pour ça que tu as été. Du mais coup, pas de souci. je vais te poser les questions des autres participants. Il y en a quelques-unes, hein, on est nombreux, OK? donc il y a eu beaucoup de réactions. Alors, il y a Ursule qui demande si on a noté les idées sur lesquelles on voudrait échanger avec l'audité, mais que ce dernier nous donne une piste d'audit qui n'était pas prévue dans la checklist initialement. On fonce sur la piste ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Ça dépend si c'est dans le cadre de l'audit. On fonce pas sur la piste initiale. Si jamais c'est un sujet qui n'est pas du tout dans le périmètre de l'audit, vous venez auditer les RH et puis vous abordez un sujet achat, par exemple, j'en sais rien, hein, si ça n'a pas de lien avec votre audit, vous pouvez dire, bah, ça, le sujet est très intéressant, mais ça pourra faire l'objet d'un autre audit. Là, c'est pas ça qu'on est venu auditer. On n'est plus dans le périmètre de ce qui était prévu initialement. Donc, ça peut être important. Par contre, si c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu parce qu'on n'a pas la science infuse et on ne peut pas avoir toutes les questions en amont, ou les problématiques, si ça reste dans le cadre de l'audit, mais que c'est un sujet qu'on n'avait pas creusé, on peut dire, ah ben ça c'est intéressant parce qu'on ne l'avait pas vu, et ça peut être pertinent, tout en se rappelant qu'il ne faut pas dévier de l'objectif initial, qui est de se dire, il faudra conclure à un moment sur ce qu'on nous a demandé. Donc si on ne s'éloigne pas trop du sujet, on peut en sortir. Attention justement aux traquenards qui peuvent arriver de temps en temps, ou à la fin, on a passé, comme je vous disais tout à l'heure, on a passé un très bon moment à discuter avec des gens, sauf que c'était d'un sujet tout autre de ce sur quoi on était venu, quoi. Donc attention à vous d'être bien vigilant. C'est pour ça que je vous dis, moi je me l'indique sur mon guide d'audit en tête, de me rappeler quel est l'objectif. Toujours, parce que des fois, même quand on est expérimenté, on se laisse griser par la discussion. En fonction des gens avec qui on est, ça peut être très sympa. Et puis on oublie complètement qu'on est dans le cadre d'un exercice. Voilà. Donc oui, mais si on est dans le cadre. Exactement. Tant qu'on reste dans le cadre. D'où l'importance de bien cadrer avant tout Bien ça. clair. Parfait. Merci pour ta réponse. On en a une autre, donc de Fatima Zara. J'espère que je prononce bien. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous parler de la partie plan d'action et suivi de mise en place des recommandations? Alors, ça, dans le cadre de l'audit interne, c'est pas dans le cadre de ce qu'on fait. C'est-à-dire que nous, en tant qu'auditeur, on est là pour, auditeur, auditrice, équipe d'audit, on est là pour identifier une conformité ou une non-conformité. Le plan d'action, les recommandations, un auditeur n'est pas quelqu'un qui fait du conseil. Alors c'est difficile, hein. Et puis on a tous des contre-exemples, hein. Je ne le dis pas. Mais pourquoi on ne fait pas ça? Le risque, c'est après que l'entreprise mette en place un système uniquement pour répondre à ce qu'a demandé l'auditeur, entre guillemets. Moi, ça m'arrive souvent, je vais auditer des entreprises, je leur dis pourquoi vous avez mis ça en place? Ils me disent c'est parce que l'auditeur nous l'a demandé. Un auditeur ne doit pas demander. Il peut faire des préconisations, il peut sortir un petit peu de son cadre, mais uniquement là pour révéler de la conformité ou de la non-conformité. Voilà. Donc, normalement, on n'est pas là pour donner des conseils. Par contre, effectivement, quand c'est dans le cadre de l'entreprise, je ne vais pas vous mentir, on est responsable QSE, on pilote les audits, c'est nous-mêmes qui faisons les audits, c'est nous-mêmes qui mettons en place les indications, les plans d'action, etc. Oui, on va dire qu'il y a une schizophrénie par rapport à ça qui fait que la neutralité, elle est très, très subjective, hein, et très, très discutable. Mais normalement, on n'a pas forcément de conseils. Voilà. Je ne sais pas si ça répond tout à fait à la question, mais évitez de mélanger les genres. Sinon, on influence forcément le fonctionnement. Et c'est pas le but, c'est de rester neutre, impartial. Un mélange de genres, du coup, attention. Avant de Hum, répondre aux autres questions, vu qu'on arrive bientôt sur la fin du créneau prévu initialement, je vous partage simplement les données de contact. Donc là, vous pourrez retrouver notamment le contact de Nicolas qui, du coup, nous a appris beaucoup de choses aujourd'hui sur les audits. J'espère. En tout cas, c'est ce que les gens ont majoritairement répondu. Donc, a Tant mieux. priori, voilà, ta présentation a vraiment apporté beaucoup d'infos à la majorité des Bon, participants. tant mieux. Donc voilà, son nom ici, vous pouvez le retrouver sur LinkedIn, de l'huile dans les rouages, donc c'est le nom de sa structure. Il y a également son mail qui est ici, donc l'huile dans les rouages a également une page Facebook, une newsletter et tout ce qu'il faut, donc c'est une super Ouais. source d'information. Pour être moi-même abonné. Et du coup, vous pouvez également retrouver mes infos de contact si vous voulez en savoir plus sur notre suite logicielle, donc Pix4, dans lequel notamment il y a le module Improver qui adresse justement cette partie audit, Ouais. gestion des audits, suivi d'audit.
Vous avez mon mail également ici. On va vous remettre aussi les mails dans la partie chat. Et Je vois donc, qu'il y a plein de merci questions pour ça. encore. Et il y a encore plein de Je questions vois plein auxquelles de on va répondre questions, pour ceux qui dont ont un peu le certaines temps. très, très, très intéressantes et très pertinentes. Je n'ai pas la réponse à tout, hein, mais Voilà. il y en a certaines que, effectivement, je comprends tout à fait l'objectif. Ah tiens, je vois une question qui est dans le chat. Comment devient-on auditeur? Simplement, je ne sais pas si Romain était là au tout début, mais en se formant à l'audit, c'est un parcours qui existe, hein. Il y a des formations qui existent, hein, dans le cadre d'une formation scolaire ou même, je dirais, en formation continue. Enfin, il y a plein de professionnalistes. Dans les entreprises, il y a aussi des organismes qui peuvent vous former à l'audit. Mais donc, pour moi, il n'y a pas de formation scolaire particulière pour être auditeur. Il faut faire preuve de ce qu'on a dit tout à l'heure, de savoir-être. La compétence, on l'acquiert au fur et à mesure. Par contre, il faut avoir un état d'esprit. Donc, c'est important d'être ouvert d'esprit, d'être curieux, d'être le plus impartial possible et d'avoir envie d'une démarche de progression. Voilà. Merci du Euh, coup d'avoir pris la réponse du chat. Du coup, on a également toujours dans l'onglet ouais. questions-réponses, hein, je priorise forcément Oui, celles-là tu as parce qu'elles raison, sont oui, plus mais là-dessus visibles. aussi. Voilà. Est-ce qu'on consulte en amont les documents, en amont des entretiens d'audit, finalement? Alors oui, alors, c'est ce qu'on appelle la revue documentaire en amont. C'est ce qui va nous permettre de définir un peu notre plan d'audit, notre guide d'audit aussi. Mais on essaye de ne pas rentrer trop dans le détail. Le but, c'est pas de faire l'audit avant l'audit et de faire des conclusions a priori. Donc, on les consulte pour voir ce qui existe, pour savoir si c'est présent, si c'est pas présent. On peut commencer à se poser des questions, mais attention à pas déjà avoir à mettre un début de jugement, entre guillemets, par rapport à ça. Donc oui, on les consulte. Ça aide à bien définir les critères. Parfait, merci pour cette réponse très claire. Du coup, alors j'arrive pas à lire le prénom parce que tout est attaché, mais du coup, on nous pose la question de comment se comporter devant un DG qui rejette les recommandations d'audit, soi-disant qu'on lui augmente le travail qu'il doit fournir. Bah, après, j'ai envie de dire, si votre exercice a été fait de manière factuelle et impartiale, normalement, il ne peut pas le contredire. Alors, les recommandations, c'est encore autre chose, hein. Normalement, on ne fait pas de recommandations. On ne révèle que des faits. Après, les recommandations, c'est lui qui voit s'il veut faire ou pas. Mais vous pouvez être un audit à quelqu'un qui vous commande un audit, vous lui faites une restitution qui est factuelle, sur la base d'éléments de preuve, c'est-à-dire qu'il ne peut pas contredire. Après, libre à lui de dire, libre à lui ou elle, hein, quelle que soit la personne, de dire, bah, j'en tiens pas compte. Mais il peut pas dire que, encore une fois, c'est comme dire, il fait 22 degrés ou etc. On peut pas le discuter, on peut pas être contre ou pas contre. Après, il en tient compte, il ferme une fenêtre, il met un pull, etc. C'est à chacun de voir ce qu'on met en place comme action et comme recommandation derrière. C'est pas à l'auditeur de définir les recommandations et les actions à mettre en œuvre derrière. Encore une fois, hein. Vous êtes là pour identifier les problèmes. En lien avec ce que tu disais tout à l'heure, en fonction, si on a le bon profil d'auditeur, c'est aussi plus simple parce que du coup, si on met Oui. en face du DG quelqu'un qui n'est pas légitime vraiment à l'auditer, du fait de sa position dans l'organisation ou que sais-je, ça va complexifier aussi la prise d'attitude qu'on va devoir prendre. Et je pense que c'est ce que Dib nous disait aussi dans le chat. Il faut être d'abord reconnu par les compétences. Le DG ne peut que réagir du coup correctement aussi. Tout à fait. Si vos constats sont indiscutables, ben, tout est dit. Après, encore une fois, les actions à mettre en œuvre derrière, libre à l'entreprise de définir les moyens. Ça, c'est autre chose. Mais comme on n'est pas justement dans le jugement et l'évaluation des moyens, c'est pas du tout l'objet. Donc, il n'y a pas de. Voilà. Donc Eh là, on ben, a une question plus philosophique après, hein. Donc, peut-on avoir un esprit critique sans jugement aucun? Alors, on va pas faire une disserte de 4 pages, alors, bien mais on sûr que peut non. peut-être introduire le truc dans le Bien cadre sûr de l'audit. on est forcément influencé, on a forcément un jugement, on a des biais, hein, je l'ai dit tout à l'heure, on a tous des biais, hein. Donc ça, il y a pas d'ambiguïté par rapport à ça. Mais d'où l'intérêt justement de pratiquer beaucoup d'audits dans des contextes très différents pour s'ouvrir. Finalement, plus on s'ouvre, plus on nuance ce jugement, plus on met d'eau dans son vin finalement, parce qu'on se rend compte qu'il y a d'autres façons de faire qui ne sont pas forcément mauvaises, qui fonctionnent, qui sont efficaces, qui font preuve, permettent d'atteindre des résultats. Et du coup, on a peut-être moins ce côté jugement que quand on n'a qu'une seule façon de faire. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, je ne sais plus dans quelle langue ça vient, mais c'est quand on n'a qu'un seul outil, qu'un marteau, on voit tous les problèmes sous forme de clous.
Bah, c'est ça en fait. C'est que si on n'a qu'un seul fonctionnement avec un marteau, etc., bah, on va tout vouloir régler hop, avec des clous, etc. Alors que si on diversifie nos outils, nos approches et nos angles, bah, peut-être qu'on va dire, ah mais finalement, on peut peut-être utiliser autre chose pour faire ci, pour faire ça, etc. Ah peut-être. Et donc, ça va nuancer. Donc, là, moi, je me rends compte que je suis beaucoup plus ouvert d'esprit maintenant. Depuis 20 ans que je fais des audits qu'au tout début. Au début, j'avais malgré tout des préjugés. En plus, je venais de commencer mon travail, je sortais de l'école, on a un avis sur tout, on a surtout un avis, comme disait Coluche. Mais il faut se méfier de ça, en fait. Voilà. Merci Nicolas. Du coup, on a une question suivante. Bon, la communication est liée directement aux compétences interpersonnelles de l'auditeur. Est-ce qu'il y a des situations justement qui t'ont montré un petit peu mis en exergue justement des situations où justement les compétences interpersonnelles de l'auditeur avaient posé problème ou au contraire ont permis que Alors, ça se passe bien? j'ai déjà eu des moments où des audits qui sont passés difficilement, hein, avec des gens comment, des auditeurs qui n'arrivaient pas forcément à travailler ensemble. Ça, c'est important aussi dans une équipe d'audit. Des auditeurs qui n'étaient pas d'accord sur les conclusions, avec un auditeur qui s'est désolidarisé de l'autre. En réunion de clôture. Donc ça, c'est compliqué parce que derrière, quand les audités se disent, mais du coup, on écoute qui en fait? Par rapport à ça, c'est un peu difficile. Voire même, ils s'engouffrent dans la brèche pour dire, bah, du coup, si vous n'êtes même pas d'accord, on rejette tout en bloc. Donc attention à ça. Et puis, il y a des fois des audités qui se ferment simplement parce que les personnes ont une approche d'experts ou une approche qui peut s'apparenter pardon, à du jugement et qui se retrouve un peu bloquée. Donc ça peut être difficile par rapport à certaines personnes. Donc il y a des situations où faut être aussi assez, comment dirais-je, psychologue enfin, avec tous les guillemets qui vont bien, hein. Mais c'est-à-dire être bien à l'écoute des personnes et voir comment ils se sentent. Parce que des fois, on voit physiquement sur les gens quand ils sont pas à l'aise, hein. Donc ça peut être un moyen aussi de dire, attendez, si vous n'êtes pas à l'aise, on temporise, buvez un coup, faites quelque chose. Je peux reformuler, attention, je vous rappelle que c'est pas un jugement. C'est important aussi d'être vraiment dans une écoute active, pas uniquement de ce que les gens disent, mais aussi de comment ils réagissent en fait. Très bien. Et dans la même veine, du coup, il y a Zour qui nous dit, et pour un conflit entre les membres de l'équipe d'audit, comment y remédier? Quel est le rôle du responsable d'audit? Et le responsable d'audit, effectivement, il est là normalement pour faire le lien entre tous les auditeurs. Alors, J'ai- je ne saurais pas répondre parce que j'ai jamais été vraiment moi-même en situation d'être responsable d'audit avec des gens qui s'entendaient pas bien. Donc bon, je me garderais bien d'avoir un jugement ou des conseils par rapport à ça. Je pense que déjà, la première des choses, enfin, je dirais juste prendre du recul et ne pas laver son linge sale en public. C'est-à-dire, si vous sentez qu'il y a une difficulté, mettez-vous à part. Voilà, c'est le conseil. Enfin, moi, c'est comme ça que je pense Mais encore une fois, dans une situation très hypothétique. Donc, mais je pense qu'il vaut mieux déjà faire ça pour ne pas venir parasiter l'audit et pas venir créer du stress par ailleurs. Et du coup, est-ce que c'est la même recommandation que tu apporterais quand l'audit, donc ça c'est une question de Blandine dans le chat, du coup quand Blandine dit, voilà, quand l'audit prend la forme de conflit entre personnes, le processus ne fonctionne pas, c'est à cause un tel, etc. Est-ce que finalement c'est un peu la Alors, même approche que tu conseilles? alors, il y a quelque chose que j'ai pas dit, et effectivement, c'est important de dire. Un audité n'est jamais une personne. Difficile hein, de l'avoir comme ça, mais un audité, on va avoir un représentant de l'entreprise et on audite une fonction. On n'audite pas Victor, on n'audite pas Blandine, on n'audite pas Noureddine, etc. On va auditer Victor en tant que responsable Pix4 France. Donc c'est ce rôle de responsable Pix4 France qu'il incarne, hein, bien sûr, mais voilà, c'est ça. Et derrière, l'idée, c'est pas de dire Victor fait mal son travail. C'est de dire, au niveau de la responsabilité de Pix4 France, il y a peut-être un problème. Et l'idée, c'est d'identifier les problématiques de système, pas les problématiques liées à des individus. Parce que souvent, quand on se focalise sur les individus, c'est l'arbre qui cache la forêt. Moi, j'aime bien poser la question, et si on remplace Victor par Bidule, est-ce que le problème est suspendu ou elle disparaît carrément? Et souvent, la réponse, c'est non. Ça prouve bien que le problème, c'est pas Victor, c'est qu'il y a un problème de fonctionnement dans l'entreprise. Donc attention, vous n'êtes pas là pour effectivement aider à régler des comptes entre personnes, vous êtes là pour identifier des problématiques. Donc si vous arrivez à des conclusions que c'est un tel ou machin ou bidule qui est en défaut ou qui est en faute, c'est peut-être que vos questions ne sont pas allées assez dans le système et dans l'organisation et que vous êtes focalisé sur effectivement du comportement, du relationnel. Donc attention, ça peut être aussi un travers, ça. Enfin un Et, travers.
un écueil en tout cas. Voilà. Et finalement, c'est la même chose si on se situe, parce que je vois une réaction de Frédéric, c'est la même chose si on se situe au niveau des équipes. Parce que des Oui, fois, c'est des équipes qui se rejettent la faute complète au lieu de personnes. Mais voilà. voilà, ça peut être un problème de management, mais le problème de management, c'est pas forcément les managers, ça peut être une organisation qui a été mal définie, les rôles responsabilités qui ont été mal identifiés, qui ont été mal informés, etc. Peut-être les outils, les formations, etc., etc., etc. Voilà, il peut y avoir plusieurs raisons, plusieurs causes racines. Et moi, les causes racines qui aboutissent à c'est du comportement, c'est de l'individuel, etc. J'essaye de m'en éloigner le plus possible parce que c'est rarement ça qui sont les vrais sujets dans l'entreprise. Même si c'est un problème de comportement, ça peut être aussi un problème de système parce que si cette personne, on sait qu'elle est dangereuse ou qu'elle elle conduit à des non-conformités régulières, peut-être qu'il y a un problème de formation. Peut-être qu'il y a un problème aussi que cette personne n'a rien à faire dans l'entreprise. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Le fait de garder une personne qui serait problématique, ça montre aussi un problème de système. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qui sont à se poser en question et pas uniquement dire c'est la faute à machin, c'est la faute de bidule, c'est telle équipe, c'est tel chef, oui, mais lui, il veut jamais rien faire. Des fois, il y a quand même des choses plus profondes à aller creuser. Donc, en termes de posture, finalement, ça veut dire respecter, on va dire, les principes de l'auditeur, là, que tu as mentionné tout à l'heure, Exactement. prendre un certain, finalement, recul, essayer d'être le plus factuel possible, de bien parler de ce qui se passe de manière factuelle autour des fonctions ou des équipes de l'organisation, pas au niveau des personnes. Donc, voilà, c'est ça la posture globale, finalement, c'est d'avoir Alors oui, alors c'est ce que oui, c'est Blandine redit, hein, quelle posture en tant qu'auditeur par rapport au discours des audités, prendre du recul, ne pas rentrer dans la discussion. Et effectivement, de dire, moi, je suis pas là pour. Moi, ça fait partie des sujets à répéter régulièrement, hein. Dire, on n'est pas là pour auditer des personnes, et ce que dit Noureddine, on audite, on interroge des processus et pas des personnes. C'est pour ça que c'est mieux de parler de système que d'individus. Alors, c'est pas si facile que ça, hein, je vous dis ça. On a vite tendance à. En plus, quand on est pris dans le flot d'une discussion, ça peut arriver. Mais voilà, essayez de prendre vous-même du recul. C'est pour ça que je vous dis qu'avec l'expérience, vous allez être beaucoup plus à l'aise et qu'au début, c'est difficile de penser à tout, de ne pas se laisser un peu embarquer, de se laisser mener au lieu de mener l'audit, etc., etc. Voilà. Alors du coup, dans la perspective d'évolution technique et des objectifs de l'audit, n'y a-t-il pas le risque que l'audit se transforme en arme aux mains des parties prenantes, notamment les administrateurs, quant à la corporate governance en cas de conflit, justement? Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais que derrière, l'exercice d'audit nous échappe et que derrière, ça serve à régler des comptes ou à arbitrer d'une façon ou d'une autre, etc., c'est pas impossible. D'où l'intérêt justement d'être le plus neutre possible. Parce que si vous êtes neutre, après la décision ne vous appartient pas. Si vous orientez une décision et que derrière les gens s'engouffrent dans une brèche, on pourra toujours vous reprocher d'avoir été à l'instigateur d'une décision qui pose problème à une entreprise. Donc voilà, ça peut être un sujet. Donc, en fait, quand on est neutre, le plus neutre possible, finalement, après, les décisions que prennent les gens par rapport à ça, ils en font ce qu'ils veulent. Je reprends l'exemple du marteau. Un marteau en soi, c'est pas bien, c'est pas mal. C'est un outil. Après, on peut enfoncer des clous ou on peut taper sur son voisin avec. Mais c'est pas vous qui. Le marteau en tant que tel, il y est pour rien. Mais le rapport d'audit, s'il est neutre, bah, ça dépend ce que les gens en font derrière. S'ils veulent régler des comptes, bah, malheureusement, vous n'y pouvez rien. S'ils veulent s'en servir comme outil d'amélioration, tant mieux. Voilà. Et c'est voilà, ça, ça nous échappe, hein. Malheureusement, ça c'est un sujet sur lequel il y a pas vraiment de réponse, je pense. Alors une question assez pratique de Mina maintenant, est-ce que l'on note l'engagement d'amélioration de l'audité au regard d'un écart observé et connu de l'audité? Est-ce qu'on note l'engagement d'amélioration de l'audité au regard Alors, est-ce qu'on le note? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire on le formule dans le rapport ou à l'oral ou parce que en fait, normalement, c'était une obligation, de toute façon, d'être dans une démarche d'amélioration. Donc, qu'il y ait un écart ou pas. Donc, c'est toujours bien d'inciter les gens à rester dans cette dynamique. Quelqu'un qui voit un écart et qui dit oh là là, ça en plus, ça va être compliqué. Bon, c'est pas enthousiasmant. Quelqu'un qui constate un écart et qui dit bah, tant mieux, nous, on va s'en servir comme un outil en tant que tel, c'est pas un point fort, mais c'est toujours bien de le dire à l'oral pour le formaliser, parce que les gens sont plutôt tendance à se focaliser sur ce qui va pas plutôt que sur ce qui va bien. Donc les démarches positives, c'est plutôt intéressant. Donc, enfin, je sais pas si c'est tout à fait ça la question, mais Ok, alors du coup là, on a pas mal débordé. On va essayer de ouais. répondre aux deux dernières questions rapidement qui ont été posées dans l'onglet questions-réponses. Donc, si l'audit a été fait plus sur la base d'une analyse documentaire que les vérifications devront prendre du temps, peut-être valoriser les risques et ressortir les écarts, comment faire lors de la réunion de clôture quand on n'a pas encore les écarts du moment?
est-ce qu'on est censé quitter le site, par exemple? Alors, l'audit a été fait. Alors, ça, c'est un vrai problème. Enfin, c'est un vrai problème. C'est un vrai écueil hein, qu'on rencontre aussi, ça. Des l'impression assez tenace que l'audit, c'est quelque chose qui se fait par des gens en costume dans une salle de réunion. J'exagère un peu, c'est une caricature, mais quand même, pour beaucoup de gens, ça ressemble à ça. Or, l'audit, c'est pas forcément des salles de réunion, ça peut se faire. Et au contraire, je vous inviterai, la première des choses, c'est ce que je dis à mes étudiants, moi, pensez d'abord à mettre au cœur de votre audit la partie terrain. Et la partie terrain, c'est pas visite terrain. Déjà parce que visite, ça donne un côté balade. Non, c'est l'audit de terrain. Vous êtes encore dans l'exercice d'audit. Vous n'êtes pas juste en phase de digestion après le repas ou balade de découverte du site. L'audit de terrain fait partie intégrante de l'audit. Et quand on dit terrain, ça peut être juste aller voir des opérateurs. Vous pouvez faire un audit de terrain d'un processus RH. C'est-à-dire que vous allez voir le ou les pilotes. Et puis après, vous allez faire l'audit de terrain. Bah, d'accord, on va aller voir concrètement comment ça se fait. L'important, c'est ça, c'est de vous garder en tête le concrètement, comment ça se fait. Et le risque qu'il y a, c'est de passer beaucoup de temps sur du documentaire sans s'être posé la question de oui, ok, mais est-ce que c'est vraiment appliqué sur le terrain? Et ça, je vais vous donner un exemple tout bête, j'essaie de pas être trop long. J'avais audité une entreprise où c'était à la sortie du Covid, où la manageuse RH disait, qui était pilote du processus RH, disait, moi j'ai fait toutes mes réunions maintenant par Teams, c'est super. Les gens, ils utilisent Teams, ils ont les comptes rendus en direct, ils ont tout qui est super, etc. Elle me fait tout un discours qui est nickel. Là, on était deux ou trois auditeurs. On dit, bah, c'est vachement bien. Je vous promets, on fait la porte juste à côté. On va voir son collaborateur au plus près. On lui dit, alors, du coup, Teams, c'est bien. Ah, je sais pas, je l'utilise jamais, je comprends rien. Donc, si on était resté uniquement sur la vision documentaire, managériale, on aurait pu dire c'est un point fort. Or, dans les faits, elle s'était jamais assurée que est-ce que ses collaborateurs utilisaient vraiment l'outil. Donc ça peut être un exemple justement de l'importance d'aller vérifier sur le terrain ce qu'on vous a dit, est-ce que c'est vraiment appliqué et est-ce que c'est vraiment efficace. Voilà. Parfait, merci. On va terminer rapidement puisque Je là, pense que je ne on saurais pas y arrive sur répondre la parce que je fin. ne sais pas ce que c'est IFACI, donc Ah oui, enfin à moins qu'on précise quelque part, mais oui, c'est l'IFACI, du coup, si je dis pas de bêtises, hein, c'est un institut qui aide à faire des formations, etc., qui est d'accord. une association qui permet du coup de se former, de monter en compétences, etc. Donc après, toi, Pour ça t'a moi, pas, voilà, t'as pas eu besoin de ça, on va dire, non, pour être non, auditeur. non, 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 non. Moi, j'ai fait une formation à l'époque professionnelle par le CESI à l'époque. Hein. J'avais fait 3 jours de formation. Puis après, j'ai mis en application. Mais après, être, je dirais, membre d'un comité, de groupe, de réseau, etc., ça ne peut être qu'une valeur ajoutée. Ça peut être que mieux. Comme je vous ai dit, hein, ça aide à l'ouverture d'esprit, ça aide à s'approprier de nouveaux exercices, à de nouvelles approches, etc. Donc voilà. Bon, Eh ben effectivement, parfait. t'es un peu bavard, mais Eh ben, en tout t'es cas, désolé. ça aura retenu l'attention puisque voilà, il y a encore pas mal de monde qui sont avec nous et du coup, bah, Bah, ravi. comme on peut le voir sur l'écran, voilà, ça a apporté à tout le monde, hein, ça a permis d'y voir plus clair ou en tout cas, ça a conforté dans les pratiques. Donc voilà, il y a eu seulement finalement une personne qui avait déjà toutes les habitudes que tu as déjà pu mentionner. Donc Bon, voilà, tu as été d'une forte valeur ajoutée pour nos auditeurs du jour. mais Voilà, tant je mieux. redonne aussi, je réaffiche rapidement la page avec du coup nos contacts respectifs si vous voulez nous écrire. N'hésitez pas à suivre les actualités donc de l'huile dans les rouages et de Pixfort du coup sur Merci. LinkedIn puisqu'on publie régulièrement des contenus métiers, donc pas uniquement autour de nos logiciels ou autour des différents services de Nicolas, mais aussi sur voilà, l'actualité de tout ça qui vous intéresse sûrement puisque vous êtes ici. Donc n'hésitez pas à nous écrire. N'hésitez pas à suivre les pages, à voir les prochains webinaires et podcasts ou autres hein, qu'on va respectivement organiser prochainement. Et puis, ben, on vous remercie tous d'avoir autant participé. Merci Ça a été beaucoup. Oui. super intéressant pour nous aussi. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour votre participation active. C'était toujours intéressant.